moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, force pour toi pas sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait. Enfant de Sipores, aujourd'hui mange à la table des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu pars, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, force pour toi pas sortir. Sababou, René Hamilton, Ié Sababou, Prince Peter Fian, Mano TGV, Sababou, Jessie, Lelele Sababou, Momo Hero, Camara Line, Jean-Luc Gaba. Chérie Coco, si les autres sont mariés, elles s'en vont pour te laisser. Tu dois pas te décourager, ne te presse pas. Il n'y a pas de travail, monsieur Bleu Laporte. Il n'y a pas de boulot ici. Mais Toi qui cherches à travailler et les portes sont fermées, tu dois pas désespérer, ne te presse pas. Ils n'ont qu'à dire que tu donnes toujours au quartier, ils n'ont qu'à raconter que tu es le dernier, mais les derniers finissent par devenir. Ils n'ont qu'à dire que tu donnes toujours au quartier, ils n'ont qu'à raconter que tu es le dernier, mais les derniers finissent par devenir. Car le second nom de Dieu, c'est le temps Steven Saint-Héros. Si tu paras, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps Christian Petit Héros. Petit à petit, comme c'est pour toi pas sortir. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu paras, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, comme c'est pour toi pas sortir. Sababou, Razak Siloué, Yannick Saoué, Lelele Sababou, Aïko Soukro, Alex Gassien, Kader Keita Popito. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde, yo Bougon à Monaco. Quand y'a rien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Capitaine Sérétier, toujours pour toi pas sortir. Le second nom de Dieu, Marina Jaguar, Max Gradello, mon vieux Moudo Côte d'Ivoire. Baby Philippe, Juma Saïdo, lui en genois, non il m'a le phénomène. Bonsoir, Mam Kéré, comment tu vas? Merci encore, hein? Khadijatou Kamara. Merci Khadijatou. Merci, bien des choses à tout le monde. Hein? Donc je pense que on va se quitter sous ce son de kérosène, hein, le temps. Donc peut-être ça c'était la partie musicale. Donc on va devoir démarrer. Moustapha Dramé, merci à toi. Yolande, merci encore pour le suivi. Je pense que vous avez été au rendez-vous. Hein? Merci encore, je sais que certes, il y a des problèmes de temps et tout, beaucoup de contraintes, mais vous avez tenu à être là, à nous accompagner quand même. Juste pour quelques minutes d'échange. Donc je pense que si le son est bon et que la qualité de la vidéo est bonne, donc on peut très rapidement essayer de démarrer pour voir un peu ce que ça va donner. Ok, c'est bon. Donc je pense que la fois dernière, nous avons parlé du marketing direct. Donc nous avons essayé de faire une petite présentation sur le marketing direct et j'espère que ça a répondu à vos attentes. Certes, donc aujourd'hui nous allons passer peut-être à un autre niveau, c'est-à-dire la vente directe qui découle plus ou moins du marketing direct. Aujourd'hui, quand on parle de vente directe, peut-être qu'en fait il y a beaucoup de personnes peuvent l'interpréter
sur plusieurs formes ou bien sur plusieurs styles. Mais bon, ce qu'il faudrait retenir par rapport à cette vente directe, c'est qu'en fait, c'est un système de vente. C'est un système de vente qui permet la distribution de produits ou de services directement du producteur au consommateur et parfois via ce qu'on appelle un vendeur ou un délégué commercial. Bon, qu'il soit salarié ou indépendant, donc ils peuvent être les intermédiaires. Donc toujours pour revenir par rapport à cette vente directe, en fait c'est une vente qui s'inscrit dans ce qu'on appelle dans les circuits de distribution. Et parmi les circuits de distribution, peut-être nous avons peut-être un circuit qui est direct, un circuit court et un circuit long, si je ne me trompe. Donc si nous voulons circonscrire la vente directe par rapport à un circuit, certes, ok, cela va mettre, la vente directe va essayer de mettre en évidence ce qu'on appelle une transaction entre le producteur et le consommateur final, mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que dans la vente directe, souvent, on note au maximum la présence d'un intermédiaire. Un intermédiaire, faudrait le noter. Et maintenant, cet intermédiaire peut être en fait un vendeur, un délégué commercial, salarié ou indépendant. Donc nous allons revenir tout à l'heure sur les différents métiers qui tournent autour quand même de ce concept de vente directe. Et peut-être on va faire un petit rappel historique pour voir un peu d'où est-ce que ça vient, la vente directe. La vente directe aujourd'hui peut être qualifiée comme l'un des plus vieux métiers au monde. Depuis toujours, il y a eu quand même des mouvements des commerçants ou bien des producteurs. Donc parfois même, pour revenir sur un petit détail, quand on parle de vente directe, souvent nous pensons immédiatement à ce qu'on appelle aux agriculteurs. Donc parfois c'est eux qui utilisent beaucoup plus ce procédé. Mais on s'est rendu compte qu'au fil des années, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui se sont appropriés quand même de ce style de vente directe. Et si nous prenons en fait, si nous faisons une petite genèse par rapport à cette vente directe, nous nous rendrons compte que, ok, certes on a dit que la vente directe a toujours existé peut-être depuis la nuit des temps, mais elle a commencé à être formalisée depuis un certain nombre d'années, particulièrement vers les années peut-être 1950. Bon, d'après quelques recherches, on s'est rendu compte que vers les années 1960 et autres, bon, bien avant même cela, ça a commencé à exister, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même certaines structures, particulièrement des sociétés américaines, qui ont plus ou moins lancé ou voire formalisé l'approche de la vente directe. Bon, je veux citer par exemple la société Avon, donc société Avon, peut-être que je pense qu'il y en a qui le connaissent, mais pour revenir un peu sur l'activité de cette société Avon, qui a été créée en 1886 par McConnell. Donc initialement, le fondateur de cette structure avait pour prédisposition en fait de vendre des livres, mais malheureusement ça n'a pas trop marché à l'époque. Donc il a essayé de mettre en place une petite stratégie, c'est-à-dire de faire un petit cadeau à toute personne qui pourrait éventuellement acheter ces produits, particulièrement les livres qu'il vendait. Mais il s'est rendu compte très rapidement que le cadeau qu'il vendait, qu'il offrait, qui était précisément un parfum, c'est-à-dire un cocktail que lui-même il faisait à l'époque, marchait beaucoup. Donc il s'est dit que pourquoi pas ne pas se lancer dans cette approche. Et c'est par la suite maintenant que ça a été vulgarisé. Et pour dire que aussi, il y a un autre point sur lequel je voulais peut-être m'arrêter, c'est qu'aujourd'hui, d'après beaucoup de recherches, on dit que c'est une approche qui a été formalisée, mais aussi qui a été plus ou moins vulgarisée par les femmes à l'époque, qui se sont retrouvées dans ce milieu qui leur apportait quand même un petit chiffre d'affaires ou bien voire même de petits revenus, bon, si on peut le dire ainsi. Donc aujourd'hui, cette approche de marketing direct, de vente directe plutôt, jusqu'à présent je me laisse emporter par le marketing direct, a connu vraiment un essor considérable au fil des années. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui les gens se sont rendus compte que ça a vraiment une part de marché. Et maintenant, avec l'arrivée des technologies de l'information et de la communication, ça a donné quand même un nouvel élan à la vente directe. Mais bon, sur ce point, nous allons peut-être faire une toute petite précision, parce que quand on parle de vente directe et qu'on pense à tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, souvent, en fait, nous pensons à ce qu'on appelle la vente par correspondance ou bien la vente à distance, qui sont en fait des modèles
qui peuvent nous permettre de vendre un produit, mais jusqu'à présent, quand on parle par exemple de vente directe, il faudrait retenir que la vente directe, elle est caractérisée par ces points ci-après. Quand on parle de vente directe, il faudrait nécessairement qu'il y ait par exemple une présence physique effective du consommateur ou bien du vendeur chez le consommateur. Mais l'essentiel que cet acte puisse se tenir par exemple hors magasin. Hors magasin. Ok, ça, il faudrait qu'on essaye de le préciser. Quand on parle de vente directe, il faudrait quand même qu'il y ait cette présence effective. Une présence effective d'un consommateur ou d'un vendeur hors d'un magasin. Hors d'un magasin. C'est bien à préciser. Et maintenant, ce qu'il faudrait aussi mentionner, c'est que ok, le vendeur va essayer quand même de fournir un maximum d'explications précises à ce consommateur ou bien à cet acheteur, à ce consommateur. Donc là, on est dans une approche personnalisée. Nous allons revenir sur toutes ces approches parce que tout simplement, c'est une démarche personnalisée, une approche sur mesure qui consiste aujourd'hui de placer un produit directement au client, ou bien au client si on peut l'appeler ainsi. Et maintenant, s'il y a lieu par exemple de procéder à de petites démonstrations, il est nécessaire de le faire. Oui. Et parfois, ok, ça se traduit quand même par un succès dans l'échange, bien dans l'interaction. Ok, maintenant, excusez-moi 2 minutes. C'est bon, c'était des questions. Mais je pense que nous allons continuer sur cette approche. Essayer d'expliquer un peu la vente directe avant de revenir un peu sur les différentes interactions, les questions qu'on aura. Okay? Donc nous allons échanger sur ça. Donc c'est parfait, c'est parfait. Donc on va se reprendre. C'est parfait. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc la vente directe, forcément, elle est caractérisée par une présence physique. Une présence physique effective d'un vendeur ou bien d'un consommateur hors magasin. Ensuite, il s'ensuit des séances d'explication. Des séances d'explication parce que tout simplement, c'est une démarche personnalisée. On le répète, c'est une démarche personnalisée qui consiste vraiment à échanger directement avec le client afin vraiment de répondre à ses besoins ou ses attentes directes. À ne pas confondre surtout avec la vente par correspondance ou bien la vente à distance. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui par exemple dans le style de tout ce qui est phoning et autres. Donc là on est dans une vente à distance ou bien vente par correspondance si aujourd'hui on avait décidé ou si l'entreprise décide d'envoyer par exemple, je sais pas, des outils qui pourraient éventuellement pousser le consommateur ou bien le client à s'approprier du produit. Et ce qu'il faudrait retenir aussi par rapport à la vente directe, c'est que c'est un modèle commercial sophistiqué et très rentable. Un modèle commercial très sophistiqué et rentable, très dynamique aussi, hein, avec une certaine croissance considérable. Une certaine croissance considérable qui répond souvent aux idées, aux aspirations de certains consommateurs. Parce que tout simplement, cette approche personnalisée va permettre en fait aux clients d'être vraiment dans un cadre assez agréable. Et surtout, okay, il n'y aura pas de perte de temps. D'habitude, le client peut-être se déplacer pour aller en magasin ou bien acheter un truc. Mais maintenant, dans cette approche de vente directe, là par exemple, c'est une vente qui se déroule hors magasin. Ça peut être par exemple le déplacement du commercial chez le client directement ou éventuellement ça peut être des séances de réunion d'information où par exemple le vendeur ou bien le représentant va essayer de faire une petite présentation, des produits ou services qu'il souhaiterait placer auprès de ses consommateurs ou clients. Ensuite, tout ce qui est explication détaillée, cela intéresse aussi le client qui serait intéressé par les produits ou services que le représentant va donner. Donc, par rapport à ces explications qui ont été faites, je pense que s'il y a des questions, ça peut venir au fur et à mesure. Nous allons essayer de les prendre pour voir un peu ce que ça donne. Ok. Merci, M. Khan Moustaba, ça c'est le doyen. Effectivement, il faut régaler tous ces pratiquants de la vente pyramidale, la vente multiniveau et la vente en réseau. J'invite, ok, effectivement, c'est ça. Merci bien M. Khan. Donc peut-être nous allons revenir sur tous ces aspects par rapport surtout à la vente pyramidale, souvent controversée, mais bon, nous allons voir un peu ce que ça donne comme élément. Toujours,
Maintenant, par rapport au circuit, parce qu'on a dit tout simplement que ça obéit ça obéit à des règles assez strictes, parce que d'abord c'est un circuit qui est court, ok, parce que tout simplement on peut avoir au maximum un seul intermédiaire. Cet intermédiaire va plus ou moins essayer de relayer ou bien de placer le produit dans son réseau. Donc ça, par exemple, là on parle de marketing de réseau. Donc quand on parle de vente directe, souvent avec les intermédiaires qu'on a, donc on essaie en fait de multiplier, vraiment d'élargir ou bien de mettre en place un réseau assez vaste et élargi pour permettre de placer ou bien d'atteindre au maximum la cible. Ok. Donc toujours par rapport à ça, donc on se dit tout simplement que par rapport à ce circuit, le circuit, bon, je dirais que l'un des avantages de ce circuit, c'est que tout simplement ça permet de renforcer les liens avec le consommateur. Le lien avec le consommateur, mais aussi d'avoir une certaine mainmise sur la politique du prix. Parce que quand il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires, on se rend compte que là, jusqu'à présent, l'entreprise peut avoir une certaine maîtrise sur les prix qui sont appliqués sur le marché. Par contre, avec une multitude d'intermédiaires, souvent, on perd le contrôle. Bien vrai que souvent, il y a des structures qui veillent au respect des prix. Donc souvent, vous voyez par exemple sur des panneaux publicitaires, on met par exemple prix conseillé tel à ne pas dépasser. Mais ce qui veut dire que parfois, ce n'est pas aussi valable d'une zone à une autre, parce que tout dépend du parcours, bien du chemin que le produit va emprunter pour être entre les mains du consommateur ou bien du client final. Donc ça, il faudrait le noter. Peut-être par rapport donc, à cette dynamique d'avantages de ce circuit ou bien de ces avantages plutôt, il y a un autre aspect, c'est tout simplement, forcément quand on parle d'avantages, il y a des limites, les limites par rapport à ce circuit, parce qu'il y a une réglementation assez stricte, ok, parce que tu peux pas, par exemple, l'entreprise ne peut pas déléguer à n'importe qui, par exemple, le placement de ses produits. Il faudrait vraiment respecter certaines conditions de base, ok, ça c'est impératif. Ensuite, ok, cela permet plus ou moins, si l'entreprise décidait à elle-même, par exemple, de placer directement ses produits sans l'absence d'intermédiaire, il faudrait par exemple procéder à ce qu'on appelle une installation de points de vente un peu partout. Mais là, avec les intermédiaires, ils vont plus ou moins essayer quand même de faciliter cette approche. Par rapport à ce circuit toujours, ce circuit court, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs activités, il y a plusieurs activités qui correspondent à ça. Ok, par exemple, tout à l'heure, nous avons dit que quand on parle de market de vente directe, ça nous fait penser directement aux agriculteurs. Mais on a dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ça, ce n'est pas uniquement l'approche auprès des agriculteurs, tous ceux qui sont dans la commercialisation de produits agricoles, mais aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs d'activité qui tendent vers ça. Ensuite, nous allons passer peut-être sur les métiers de la vente directe, parce que nous avons évoqué qu'il y a peut-être au maximum un seul intermédiaire. Maintenant, qui peut être cet intermédiaire? Quels sont plus ou moins les critères à remplir pour être un intermédiaire? Un intermédiaire, par contre, dans les pays développés, là c'est plus structuré. Dans les pays développés, c'est plus structuré. On se rend compte que, ok, merci Aminata. Abdoulaye Mbow, merci encore. Merci Aïcha Lo. Merci encore. Malik, Aminata aussi. Papignan, on vous salue au passage. Hein? Ok, donc peut-être pour continuer, toujours par rapport au métier, j'ai dit tout à l'heure que dans les pays développés, souvent on se rend compte que c'est plus structuré. Je vais essayer de m'expliquer par rapport à ça. Dans les pays développés, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les VRP ou peut-être les représentants salariés. Les représentants salariés qui souvent disposent d'un contrat de travail qui les lie peut-être avec l'entreprise. Ils sont peut-être sous la direction peut-être de l'entreprise et rémunérés, donc avec une certaine rémunération. Ouais. Avec une certaine rémunération, souvent c'est un fixe qui peut être accompagné, par exemple, c'est un fixe qui peut être accompagné, c'est bon, ok, 2 minutes, c'est bon, ça sonne de partout,
ça sonne de partout. Mais bon, nous leur invitons juste à suivre un peu le direct. Comme ça, après, nous allons revenir sur les questions et autres. Hein. C'est bon. Nous allons revenir sur toutes les questions. Ok, donc pour continuer, donc, tout à l'heure, j'avais évoqué la notion de VRP ou représentant salarié, bon, qui souvent sont des représentants de l'entreprise, parce que tout simplement, ils disposent d'un contrat de travail avec une certaine rémunération. Cette rémunération peut être fixe, avec souvent un variable qui est adossé, par exemple, à l'atteinte du chiffre, à la réalisation ou bien d'un chiffre d'affaires plus ou moins élevé. Au-delà de ces VRP, on a aussi ce qu'on appelle les vendeurs à domicile indépendants. Ouais, des vendeurs à domicile indépendants qui peuvent être des mandataires de l'entreprise. Oui, pour présenter ces produits. Donc, le rôle, c'est de présenter ces produits auprès des clients. Ouais. Le vendeur à domicile indépendant, donc comme on l'a dit, son nom l'indique, c'est un mandataire. C'est un mandataire. Il est tenu aujourd'hui. Merci. Merci à vous, Fakumba. Merci, Modouba. Laïmbou, Ndaï Traoré. Il n'y a pas de souci, hein? Tu n'es pas du tout en retard. Merci encore. Merci à vous tous hein, pour le suivi. Je sais qu'aujourd'hui, on est vendredi et que vous avez tenu quand même à suivre ce direct malgré les contraintes de temps. Mais nous allons vraiment essayer d'accélérer très rapidement pour libérer certaines personnes qui devraient être sûrement à cette heure. Ok, c'est bon, c'est parfait. Merci à tous. Ok, c'est bon. Quels sont les secteurs d'activité qui proposent des produits et services par vente directe? Ok, Ablaïmbo, c'est parfait. On va revenir sur les questions, mais vous pouvez poser les questions au fur et à mesure. Donc tout à l'heure, quand j'aurai terminé cette toute petite présentation, je vais prendre les questions et essayer de répondre à vos interrogations. Et maintenant aussi, s'il y a des interventions, peut-être c'est le moment aussi de les mentionner, comme ça nous allons en discuter. C'est parfait. Merci à tous. Donc, je reviens toujours sur les métiers de la vente directe. J'avais tout à l'heure évoqué les VRP ou représentants salariés. Ensuite, j'avais parlé en fait des vendeurs à domicile indépendants qui sont plus ou moins des mandataires. Ensuite, il y a les vendeurs à domicile indépendants, acheteurs et revendeurs. Quand on dit acheteurs et revendeurs, c'est des gens en fait qui peuvent acheter le produit auprès de l'entreprise et essayer de le placer chez le client final moyennant une certaine marge qui sera issue de la revente. Ok, donc c'est une activité souvent que beaucoup de personnes font, que ce soit en Europe ou bien ici en Afrique, particulièrement même au Sénégal. C'est une activité qui est très suivie. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'adonnent à ça. Et de l'autre côté, il y a l'agent commercial ou le commerçant. Ouais, l'agent commercial ou le commerçant. Donc c'est autant de métiers aujourd'hui que nous pouvons retrouver dans le secteur de la vente directe. Et c'est très important aujourd'hui de les mentionner parce que c'est une activité qui met en concours plusieurs acteurs. Nous allons revenir aujourd'hui, sur ces aspects. Éventuellement parler de ce qu'on appelle de ces avantages des distributeurs indépendants. Quel est aujourd'hui l'avantage d'être un distributeur indépendant? Quel est l'avantage d'être un distributeur indépendant? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes en plus et que vous voulez monter votre réseau, par exemple, et que vous voulez avoir peut-être élargir ce réseau à travers des distributeurs indépendants, il faudrait qu'aujourd'hui, ces gens puissent voir un peu quels seraient vraiment leurs avantages, quels seront les avantages liés à l'activité qu'ils vont mener. Les avantages par rapport à l'activité d'être distributeur indépendant dans une activité de vente directe, c'est aujourd'hui, vous avez la possibilité de monter votre propre affaire. Votre propre affaire sans capital de départ. Souvent, vous n'avez pas besoin de capital de départ. Okay, si l'entreprise vous connaît et tout, et que vous êtes en règle et tout, souvent, vous avez la possibilité de ne pas trop avoir d'ombre. Il suffit juste peut-être, l'autre avantage, c'est quoi? Vous achetez le produit au départ et vous allez peut-être le placer. Mais ça dépend en fait de quel type de distributeur en fait. Ça dépend en fait de votre statut de distributeur. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes VRP ou représentant salarié? Est-ce que vous êtes vendeur à domicile indépendant, c'est-à-dire avec un statut de mandataire? Est-ce que vous êtes vendeur à domicile indépendant avec le statut d'acheteur, revendeur? Ou est-ce que vous êtes agent commercial ou commerçant? Donc, est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout dépendra de ce statut. Maintenant, par rapport à ces avantages d'être distributeur indépendant, vous avez la possibilité aujourd'hui de monter votre propre affaire, souvent sans capital de départ. Ensuite,
vous êtes travailleur autonome. Vous êtes travailleur autonome, peut-être vous ne dépendez pas d'une certaine hiérarchie, bon, comme chez nous, souvent il y a une certaine lourdeur administrative. Et de l'autre côté, souvent, vous avez la possibilité de gérer vos contraintes, et d'adapter votre activité par rapport à vos occupations personnelles. Oui. Aujourd'hui, si vous êtes distributeur indépendant, non seulement vous avez cette possibilité de monter votre propre affaire, vous êtes travailleur autonome, mais vous avez vraiment cette flexibilité de pouvoir adapter votre activité par rapport vraiment à vos occupations personnelles. Ça, c'est l'un des avantages d'être distributeur indépendant. Ensuite, il y a aussi l'autre aspect, c'est-à-dire que la vente directe met en évidence vos qualités personnelles. Ça met en évidence vos qualités personnelles et il est important de le mentionner, cet aspect, le fait de pouvoir mettre en évidence ses qualités personnelles. Maintenant, aujourd'hui, le fait de pouvoir élargir ce réseau à travers plusieurs distributeurs et tout, ok, ça c'est dans une approche de marketing de réseau. Aujourd'hui, quand on parle de marketing de réseau, ça nous fait penser à plusieurs concepts ou plusieurs terminologies. Il y a peut-être le système pyramidal, ok, ou bien le multi-level marketing. Nous allons revenir sur ces différentes approches. Le système pyramidal, très controversé, hein, ça on le dit, parce que tout simplement, il y en a qui jugent que ok, parfois, ce n'est pas une activité légale comparée au multi-level marketing, ok, qui est plus ou moins reconnu. Mais aujourd'hui, je dis que la frontière entre les deux est encore discutable. Sauf que okay, le système pyramidal a beaucoup de limites, hein, surtout dans certains pays, parce que tout simplement, l'activité n'est pas aussi encadrée. Par contre, si c'est le MLM et tout, là, quand même, il y a plus ou moins certaines garanties ou bien certaines assurances par rapport aux acteurs. C'est bon. Nous allons revenir sur ces différentes approches par rapport à ça. Et toujours par rapport à l'approche d'être distributeur indépendant qui conduit forcément à élargir un marketing, à mettre en place, à asseoir un marketing de réseau, on se rend compte que ok, vous avez la possibilité aujourd'hui d'être rémunéré sous commission. Donc si vous n'êtes pas par exemple un VRP salarié par exemple, où vous avez la possibilité d'avoir non seulement un salaire fixe, mais aussi une certaine possibilité d'avoir des commissions sur vente par rapport au chiffre d'affaires que vous aurez réalisé. Mais aussi ce représentant peut avoir la possibilité de monter son équipe. Je vais m'expliquer pourquoi monter son équipe. Donc juste 2 minutes, on va prendre un peu de thé. C'est parfait. Ce représentant peut monter ses équipes, oui, avec un droit sur les parts de vente. Si aujourd'hui vous constituez votre équipe, vous avez peut-être, vous aurez, je dirais même pas vous aurez la possibilité, mais vous êtes tenu de les former. Vous êtes tenu de les former, ok, et peut-être de les accompagner par rapport à l'activité qu'ils auront à mener. Et par rapport à l'activité qu'ils auront à mener. Merci. From Martha Chow. La vente directe se fait en one shot. Si l'entreprise envoie le commercial sur le terrain, est-ce qu'on peut s'attendre à une fidélisation du client? Ok, M. Khan, c'est parfait. Nous allons revenir sur tout ça. Merci, Pawali, Boubacar Niang, mon frère. Merci, merci. Donc jusque-là, ce sont les points que nous avons évoqués toujours par rapport aux distributeurs indépendants, les avantages d'être distributeur indépendant. Très pertinent. Ces avantages, si une personne a vraiment ces prédispositions de pouvoir être un distributeur indépendant, pourquoi pas s'y engager, c'est bien possible. Maintenant, il va falloir définir le statut avec lequel vous allez travailler avec l'entreprise. Ensuite, peut-être pour réussir cela, il y a ce qu'on appelle les clés de succès. Les clés de succès. Pour réussir aujourd'hui une activité de vente directe, il y a un minimum qu'il faudrait respecter, c'est-à-dire tout simplement, il y a une certaine honnêteté, il y a une certaine intégrité. Ouais, l'intégrité, ça joue beaucoup. Pourquoi ces qualités? Il y a aussi la volonté de travailler. Vous devriez avoir au moins cette volonté de pouvoir travailler, la confiance dans le produit ou bien le service que vous voulez proposer. Parce que si vous n'avez pas confiance en ce produit ou ce service, je pense que ce n'est pas la peine de côtoyer des clients et de leur proposer cela. Ensuite, il y a cette passion de réussir. Il y a cette passion de réussir parce que tout simplement, c'est un challenge.
c'est un challenge aujourd'hui de contacter une personne, d'aller à sa rencontre, de lui proposer un produit, d'essayer de la rassurer au maximum afin de placer ce produit. Maintenant, cette approche personnalisée, forcément, a une certaine, je pense, a un certain aboutissement. C'est quoi l'aboutissement? C'est peut-être aller vers une relation de confiance. Cette relation, une fois que cette confiance elle est établie, on passe à peut-être à une approche de fidélisation. S'il y a cette confiance, la fidélisation est de mise sur ce coup. Par contre, il faudrait réussir vraiment cette interaction, bien cet échange que vous aurez avec votre interlocuteur. Oui. Aujourd'hui, peut-être progressivement, la question de... Merci Amadounia, grand Chersi. Merci à toi, Maticham. Merci à vous, Mansour Diallo. Merci, mon frère, Mansour. C'est parfait. Peut-être avant d'aborder la partie concernant les secteurs, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs, et ça rejoint un peu la question de Abdoulaye Mbow, les secteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui s'adonnent à la vente directe, particulièrement tous ceux qui évoluent dans la santé, dans les produits de mise en forme, dans la prévention, dans les soins de beauté par exemple, okay, dans la nutrition, le contrôle du poids, l'anti-vieillissement, okay, tout ce qui est soins de beauté. Vous voyez, en fait, c'est autant de secteurs qui s'adonnent à cette pratique de vente directe. Parce que tout simplement, l'interlocuteur a besoin d'être rassuré. Et pourquoi cet interlocuteur a besoin d'être rassuré? Parce qu'en fait, je ne dirais pas que ce sont des secteurs qui sont très importants, mais je pense que c'est vital. Aujourd'hui, par rapport à des produits qui portent sur la santé, sur la prévention, des produits de nutrition, d'anti-vieillissement, la personne a besoin d'être rassurée. Si vous êtes dans un acte de vente directe, okay, elle doit au moins avoir cette possibilité de poser toutes les questions possibles. Souvent même, il y a une possibilité pour l'agent commercial de procéder à une petite démonstration. Et là, elle est plus rassurée. Le client est plus rassuré. Si on a cette confiance de ce client, là, cela peut se faire très facilement. Ok, donc il y a d'autres questions encore. C'est bon, nous allons revenir au fur et à mesure. Abdoulaye Mbow, quels sont les secteurs d'activité? Je pense que ça, on a essayé d'expliquer par rapport à ces secteurs. Donc, pour revenir à ces secteurs, donc, nous allons parler de tout ce qui est, par exemple, les produits qui portent sur la santé, prévention, mise en forme, anti-vieillissement, soins de beauté, contrôle de poids. Donc, en fait, c'est autant de secteurs qui s'adonnent vraiment dans la vente directe. Maintenant, nous allons revenir sur les avantages toujours. Tout à l'heure, nous avons évoqué les avantages côté distributeur indépendant. Donc, le fait d'être distributeur indépendant, cela confère certains avantages, mais au-delà de ces avantages pour le distributeur, il y a des avantages pour le client, évidemment. Donc, ce sont ces avantages pour le client qui pourraient éventuellement nous conduire à une approche de fidélisation. Pourquoi les avantages chez le client sont-ils importants? Parce que cette vente qui se déroule entre le commercial et le client, c'est tout simplement, en fait, souvent, si ce n'est pas des réunions d'information, c'est dans un cadre, comme tout à l'heure on a dit, un cadre assez agréable, assez intime, assez chaleureux, et où la confiance vraiment est de mise. Et c'est très important. Au-delà de ces avantages côté client, peut-être il y a des avantages pour le distributeur indépendant, ça on l'a évoqué tout à l'heure. Et pour revenir toujours sur les avantages clients, ça sonne toujours, mais nous vous invitons vraiment à suivre le direct parce qu'on ne pourra pas être là et de l'autre côté. Ok, là le client a la possibilité de faire son choix. Oui, le client a la possibilité de faire son choix. D'autant plus que c'est une vente directe entre deux individus, entre le commercial et le client. Le client va se sentir tout simplement écouté, conseillé et suivi. Oui. Conseillé et suivi par un vendeur compétent. C'est-à-dire tout simplement le distributeur indépendant. Le produit, ça donne une certaine garantie pour le produit, parce qu'aujourd'hui, s'il y a une certaine insatisfaction côté produit, cela peut être changé ou vous pouvez être remboursé. Oui.
Il y a aussi la possibilité chez le client de bénéficier vraiment d'un délai de réflexion ou d'une assistance après achat. Ouais, d'une assistance après achat. Donc dans les autres services, souvent on parle de services après-vente dans tout ce qui est par exemple dans tout ce qui est secteur télécom et autres. On va parler peut-être de services après-vente, mais bon, c'est un autre domaine. Mais là, par exemple, il y a ce qu'on appelle une assistance après achat. Donc, vous pouvez acheter le produit à l'instant T, mais peut-être au fur et à mesure, vous avez besoin des conseils de du commercial. Il y a aussi l'aspect qualité du produit. Oui, qui va acheter, parce que tout simplement, tout à l'heure on l'a dit, l'un des facteurs clés de succès, c'est la confiance dans le produit. Si vous avez vraiment une certaine confiance du produit, là, cela veut dire tout simplement que le produit va avoir une certaine réputation, et ce sera une réputation très favorable. Très favorable. Par rapport à cette réputation, cela va ouvrir vraiment beaucoup de perspectives pour le distributeur ou bien pour le commercial. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'être mis en contact avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce que vous présentez. C'est bon? Omar Sall Kamara. Merci Omar. On a bien pris note des suggestions et des contributions. C'est parfait. Ok. Merci Jarasila. C'est parfait. Merci à vous. Et à tous ceux en fait qui nous envoient des messages directement. Ok. Pour continuer par rapport à ces avantages côté client, cela veut tout simplement dire que si nous arrivons à réussir cette approche de vente directe avec ces avantages côté client, cela va asseoir vraiment un climat de confiance. Une fois que ce climat de confiance est vraiment établi et réel, là, l'approche de la fidélisation vraiment sera immédiate. On sera vraiment dans une approche, dans une dynamique de fidélisation. Mais peut-être on va se poser la question à savoir aujourd'hui pourquoi les entreprises optent pour cette approche de vente directe. Pourquoi les entreprises optent pour cette approche de vente directe? Parce que tout simplement, c'est un moyen très efficace, très rentable, parce que vous n'aurez pas, si vous n'avez pas par exemple des VRP représentants salariés, beaucoup de VRP représentants, ou souvent même les entreprises n'ont pas besoin, les entreprises qui s'adonnent à ces pratiques n'ont pas besoin de recruter un effectif de commerciaux pour le placement de leurs produits. Parce que tout simplement, tu te dis, si j'opte pour cette approche de vente directe, c'est que tout simplement, je voudrais parvenir à implanter le produit dans pas mal de zones ou bien élargir mon réseau de vente, c'est-à-dire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le marketing de réseau. Merci bébé Nafi, ça c'est ma nièce, merci à toi. Ok, et c'est très important. Si l'entreprise n'a pas besoin, si l'entreprise ne voit pas aujourd'hui l'intérêt de recruter des gens parce que c'est coûteux, par contre le fait d'élargir votre réseau de vente à travers des distributeurs indépendants, vous avez la possibilité non seulement d'élargir votre réseau, mais aussi de vous implanter facilement dans des marchés concurrentiels. Oui, vous avez la possibilité de vous implanter dans des marchés concurrentiels. Oui, à condition vraiment d'avoir d'excellents produits, parce que la concurrence va entraîner quand même une nouvelle dynamique du marché. Si vos produits sont de qualité, forcément vous allez devoir affronter la concurrence et vous pouvez réussir cette approche, tout simplement. L'autre point pour les entreprises qui optent pour le système de vente directe, c'est que tout simplement, il y a moins de dépenses de publicité et de promotion. Il y a moins de dépenses de publicité et de promotion. Souvent, les entreprises préfèrent peut-être injecter tout ce qui est, par exemple, budget de pub et autres, par exemple, essayer de les distribuer au réseau en place, c'est-à-dire aux distributeurs avec moyennant des commissions pour essayer d'accélérer un peu le niveau des ventes. L'autre avantage pour les entreprises, parce que tout simplement, il y a un risque financier minime. Pourquoi le risque financier est minime? Parce qu'il y a beaucoup de distributeurs indépendants. Quand ils s'engagent, c'est parce qu'en fait, la marchandise, les produits sont payés à l'avance. Les produits sont payés à l'avance.
les produits sont payés en avance. Ok, cela veut dire quoi? Parce que tout simplement, l'entreprise a une certaine trésorerie qui lui permettra en fait d'élargir ses lignes de produits ou bien de voir un peu comment elle pourrait développer d'autres produits ou services. D'autres produits ou services. Parce que tout est finance en entreprise. Hein. Certes, on a beau parler, évoquer les notions de clientèle et autres. Si vous arrivez à élargir votre marketing de réseau, forcément, il y a un retour côté finance. Et ce retour côté finance se traduit par une trésorerie positive, c'est-à-dire un chiffre d'affaires très positif sur les ventes que vous aurez à enregistrer. Toujours côté avantage pour les entreprises qui optent pour la vente directe, c'est que tout simplement, vous avez la possibilité de limiter les risques. De limiter les risques en fait. De limiter les risques commerciaux. Pourquoi limiter ces risques commerciaux? Parce que tout simplement, cela permet aux entreprises, par exemple, de disposer des marges suffisamment importantes pour rétribuer généreusement le réseau. Ouais. Et rendre ce système de commissionnement très attractif. Ça, ce sont les points que nous avons évoqués. Il y a plusieurs avantages. Hein. Il y a plusieurs avantages côté entreprise. Pourquoi les entreprises aujourd'hui de plus en plus optent pour ça? Maintenant, nous allons peut-être évoquer la notion peut-être de vente en pyramide. Quand on parle de vente en pyramide, c'est une autre approche. C'est une autre approche, tout à l'heure je l'ai dit. C'est une approche peut-être plus ou moins controversée. Hein. Je dirais même pas plus ou moins, très controversée dans certains pays. Parce que c'est une approche qui stipule quoi? C'est un participant qui reçoit de l'argent d'autres participants. Ouais, c'est un participant qui reçoit l'argent d'autres participants pour un projet financier. Ouais. On va peut-être tout à l'heure donner des exemples hein, par rapport à des ventes, à des structures qui sont vraiment dans la vente pyramidale. Et maintenant, les promoteurs de ces investissements perçoivent des revenus selon la progression géométrique. Ok, en mesure que d'autres participants payent pour faire partie du plan. Ouais. En mesure que d'autres participants payent pour faire partie du plan. Il y a d'autres causes de chômage. Merci Fatou Fall. Force de vente externalisée. Avec la vente directe, coût de vente plus faible. Effectivement. Hein. Salut Mbaye, merci. Merci. Effectivement, ça c'est le grand financier M. Mbaye Salou. Hein. C'est le docteur Mbaye Salou. Donc très pertinent dans ses interventions. Dans ces interventions, nous allons tout est orienté profit. Hein. Un bon retour d'information, meilleure maîtrise de la stratégie marketing aussi, effectivement, meilleure maîtrise de la stratégie marketing. Et peut-être, nous allons prendre, je pense que c'est une contribution de M. Abdoulaye Mbou. Les produits et services B2B à l'achat impliquant où le processus de vente est long, la place des vendeurs d'élite ou ingénieurs d'affaires dans l'approche de la vente directe. Effectivement, hein, ça c'était une contribution du doyen Abdoulaye Mbou par rapport à son approche, hein, les ingénieurs d'affaires. Donc je passe bonsoir au professeur Aldjouf, ok, ça c'est le mentor et le doyen, ok. Donc peut-être, est-ce que ça peut faire avec les produits de luxe? Effectivement, Abdoulaye Gaye, tout à l'heure on a dit, c'est-à-dire les secteurs où on bien les secteurs qui pratiquent le plus la vente directe. Aujourd'hui, quand on parle de marketing de luxe, si vous voyez bien, par exemple, souvent, c'est des structures qui sont un peu dans ça. Parce que tout ce qui est santé, mise en forme, prévention, soins de beauté et autres, ok, c'est souvent les entreprises optent pour une approche de vente directe. Mamadou Lamine Mbodj, la vente directe ne serait-elle pas une menace pour les chercheurs d'emploi? Est-ce que la vente directe serait bon? Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises, en fait, il y a peu d'emplois sur le marché. Et ce que nous voyons présentement par rapport à cette approche de marketing de réseau, et je vais y revenir, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de marketing de réseau, au départ, c'était d'essayer d'élargir vraiment au maximum son réseau de distributeurs. Mais aujourd'hui, on se rend compte que quand on parle de marketing de réseau, ça a une certaine connotation derrière. Cette connotation, au départ, elle était associée à un système pyramidal, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certaines entreprises qui optent quand même pour un style ou bien une approche assez allégée où
l'entreprise favorise en fait des distributeurs indépendants. Beaucoup de distributeurs indépendants, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étudiants et autres qui sont qui sont des promoteurs. Qui sont des promoteurs affiliés peut-être à des structures de la place. Donc, et cela leur permet plus ou moins de générer des revenus qui peuvent leur permettre de subvenir à leurs besoins. Donc ça peut être une alternative, ça peut être une alternative à l'emploi. Si vous avez vraiment la possibilité d'être un distributeur indépendant, maintenant il va falloir définir le statut que vous aurez. Est-ce que vous aurez le statut d'acheteur-revendeur? Est-ce que vous aurez le statut d'agent commercial? Est-ce que vous aurez le statut de VRP représentant salarié? Ou est-ce que vous aurez le statut de vendeur à domicile, de VDI, vendeur à domicile indépendant, avec peut-être un statut de mandataire? Tout dépendra de l'approche à laquelle vous aurez à négocier cela. Ok, toujours, meilleure maîtrise, un bon retour. Effectivement, M. Khan, c'est ça, le système pyramidal trop controversé, donc dans beaucoup de pays, je pense que c'est même interdit, ils disent que c'est illégal, mais aujourd'hui on se rend compte que cette approche commence à se développer ici en Afrique, particulièrement au Sénégal. Parce qu'en réalité, souvent, il n'y a pas de produits tangibles même, de produits même qu'ils vendent, ou bien de services réels. Ok, donc c'est tout simplement quelqu'un qui est là, un parrain, qui a son réseau, qui est de l'autre côté, et qui se la coule douce avec son réseau. Les gens vont essayer de souscrire en le faisant plus ou moins gagner de l'argent. Donc c'est souvent le souci, le système pyramidal très controversé et illégal. Effectivement, en France, je pense même aussi au Canada aussi, je pense qu'il y a beaucoup de pays où cette approche est interdite, contrairement au MLM qui est plus ou moins accepté. Ok. C'est bon, nous allons toujours prendre les causes du chômage. Donc, oui, ça peut être une alternative. Merci. Donc, nous allons prendre très rapidement les questions et autres interventions. Donc, si vous avez des contributions, c'est le moment aussi de les mettre, comme l'a fait Abdoulaye Mbow. Oui. Une meilleure maîtrise de la stratégie marketing. Oui. On va recommencer sur le terrain. Est-ce qu'on peut s'attendre à une fidélisation? Ok. Edmarc, très explicite. Ok. Ah, Mouchaba. Oui, le doyen, il connaît la société avant. Donc, ça, je pense, nous, on n'a pas eu la chance de la connaître, de connaître la société à l'époque. Peut-être nous avons eu à faire des recherches qui nous ont conduit vraiment à ça. Et nous avons eu à découvrir que c'est l'une des sociétés qui s'est très tôt mise dans ce qu'on appelle dans cette approche de vente directe. Je pense qu'il y avait même une autre structure, il y avait même une autre structure à l'époque, elles étaient deux, qui faisaient la promotion de la vente directe. Je pense que c'est la société qui a été fondée par Earl Tupper, donc c'était ça. Donc une société qui était spécialisée dans tout ce qui était boîte plastique et ustensiles. Donc eux aussi à l'époque ils étaient dans la vente directe. Dans la vente directe. Donc on continue à prendre un peu les questions, les contributions. C'est bon. Les secteurs d'activité par rapport à ça, je pense que nous avons répondu à ça. Ok. Il y a aussi une autre question. Il y a quelqu'un qui nous pose la question à savoir est-ce qu'on peut associer ce métier de vente directe à une fonction de CDI ou bien de CDD dans une autre structure. Tant que cette structure vous permet aujourd'hui de pouvoir mener d'autres activités, je dis bien tant que cette structure vous permet de mener d'autres activités lucratives, vous pouvez vous lancer dans ça. Tout dépendra de la structure. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité. Par exemple, je prends l'exemple des fonctionnaires. Une fois que vous signez, par exemple, si je ne me trompe, c'est à peu près ça, vous n'avez pas la possibilité, peut-être, de l'autre côté, d'exercer une activité qui peut vous permettre, une activité légale, ainsi de suite. Donc, ça dépend. Donc, peut-être si on a même des contributions par rapport à ça, Tupper a développé la vente en Tupperware. Effectivement, c'est ça. Je pense que on avait essayé de faire des recherches à l'époque sur la vente directe et ça avait donné ça. L'entreprise Tupperware, effectivement, c'est bien ça. Ça a été créé par Earl Tupper
C'est bien ça. C'est l'avantage d'être vieux. Donc, c'est aussi vraiment un avantage pour nous de côtoyer les doyens comme Moujtaba Kane. Vraiment, je pense qu'on aura l'occasion de se voir vraiment pour échanger sur beaucoup de choses parce que on se rend compte que nous partageons vraiment cette passion du marketing et c'est très important et nous suivons aussi de près ces interventions très très pertinentes qui résultent vraiment d'un vécu et d'une compétence vraiment qui est notoire et reconnue dans l'environnement. C'est parfait, nous continuons toujours à apprendre. Oui. Avec la vente directe, le coût des ventes est plus faible parce que tout simplement, on réduit tout ce qui est par exemple intermédiation. Parce que je prends un autre exemple. Si aujourd'hui, on est dans un circuit long et qu'on a la possibilité, ou bien qu'on se retrouve avec plusieurs intermédiaires, le souci c'est quoi? Souvent, le produit que vous achetez à Dakar, parfois pour 1500, même si le prix conseillé souvent est de 1500, vous pouvez l'acheter par exemple à Kédougou ou bien à Bakel, peut-être à 1750 parfois. Ouais. Et cela n'intègre pas, cela n'intègre pas la marge initialement allouée aux intermédiaires. Mais tout simplement parce que peut-être cela va inclure d'autres coûts dans tout ce qui est transport, stockage et autres, et à l'acheminement. Donc c'est ce qui fait que souvent, par rapport à un circuit long, c'est un peu difficile. Souvent on se retrouve avec des prix assez élevés. Quels sont les obstacles pour conclure une vente directe? Quels sont les obstacles pour conclure une vente directe? Marie-Louise Da Silva, merci pour la question. Les obstacles pour conclure une vente directe, c'est parce que souvent il y a une absence de maîtrise de ce que vous vendez. Il y a une absence de maîtrise de ce que vous vendez. Je prends un petit exemple. Si vous prenez par exemple les maisons d'édition, tout ce qui est par exemple les librairies et autres, on se rend compte que depuis quelques années, il y a un personnel commercial, des distributeurs, je peux l'appeler ainsi, qui côtoie les entreprises ou bien les professionnels pour essayer de parvenir à un placement de kits scolaires et autres. Il y en a qui réussissent. Il y en a qui ont du mal à placer les produits auprès de ses clients finaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faudrait que le client puisse identifier vraiment les raisons pour lesquelles il doit pouvoir s'approprier de ce produit. Si le client aujourd'hui, vous me proposez par exemple un kit scolaire pour mes enfants et que vous n'arrivez pas à argumenter de sorte que je puisse m'identifier à ce que vous me vendez, là, forcément, c'est des barrières. Souvent, c'est l'absence même de maîtrise du produit, mais aussi un autre aspect, c'est le ciblage. Si aujourd'hui, vous m'avez identifié comme prospect et que vous devriez me démarcher et que vous vous rendez compte que je n'ai pas les finances qui peuvent me permettre de procurer votre produit, là aussi, il y a un souci. C'est des barrières. Hein? C'est des barrières. Je peux bien vouloir acheter le produit, mais si financièrement, je ne suis pas dans les dispositions d'acheter ce produit, là aussi, il y a un autre souci. Donc, côté barrière, dans un premier temps, il faut aussi vraiment inspirer. Il faut aussi vraiment être inspiré, pouvoir développer, argumenter tout ce qu'il faut. Et maintenant, il y a, au-delà de ces facteurs clés de succès dans la vente directe, il y a peut-être des qualités individuelles que la personne doit pouvoir au moins savoir. Okay? Des qualités individuelles. Ces qualités individuelles, c'est quoi? Okay? Vous devriez être au moins dans une approche assez éloquente, avec une certaine maîtrise de ce que vous dites. Si vous montrez en fait une absence de maîtrise, cela peut être une barrière. Si vous n'êtes pas aussi éloquent que ça dans votre dialogue ou bien dans votre échange avec votre interlocuteur, ça peut aussi constituer des blocus. Donc peut-être les autres... oui, merci bien le doyen. Inch'Allah, ce sera le cas. Donc côté barrière, c'est à peu près ça. Rachid, de l'argent après l'étude pour démarrer. Pas d'argent, pas de projet. Rachid Belam Kadam. Bon, ça dépend des structures. Ça dépend des structures. Mais bon, c'est vrai que le nerf de la guerre, quand même, nous l'impose. Aujourd'hui,
forcément, souvent, peut-être faut avoir un fonds qui peut te permettre de démarrer certaines activités. Mais souvent, vous pouvez être en contact avec une entreprise qui vous fait suffisamment confiance, qui vous donne des produits, vous allez vendre et puis reverser. Ça dépend, tout dépendra des termes de négociation que vous aurez avec ces entreprises. Oui, on continue toujours. Je pense qu'il reste à peu près 7 minutes. S'il y a toujours des questions, des contributions par rapport à la vente directe, c'est le moment. Je pense qu'il nous reste 7 minutes pour ne pas trop abuser du temps parce qu'il y a d'autres interventions qui doivent suivre. Il y a d'autres interventions qui doivent suivre. C'est bon. Là aussi, il y a une autre question qu'on vient de nous envoyer. OK. Quelles sont les pratiques de la vente directe? Quelles sont les pratiques de la vente directe? Les pratiques de la vente directe, nous les avons évoquées tout à l'heure. Les pratiques de la vente directe, nous les avons évoquées tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment aujourd'hui pour développer ce qu'on appelle une approche de vente directe? Seynabou Diaw, merci, merci d'être présente. OK. Donc, les pratiques de la vente directe. La pratique de base, c'est la vente. Tout à l'heure, par rapport à la question de Marie-Louise Da Silva, il faudrait avoir une certaine maîtrise de votre produit. Au-delà de ces maîtrises, il y a ce qu'on appelle les facteurs clés, l'honnêteté, l'intégrité et autres. Donc, tout ça, ce n'est que théorie. Maintenant, au-delà de cette partie théorique, il faudrait vraiment aller à l'évaluation toujours. Parce que dans la vente, que ce soit dans le marketing ou dans toutes les autres disciplines, il faudrait toujours qu'il y ait ce qu'on appelle un suivi-évaluation où dans notre approche de vente, nous allons devoir au moins évaluer l'acte en tant que tel. L'évaluation de la vente, c'est aujourd'hui, si vous êtes commercial et que vous vous rendez compte que vous démarchez et que vous avez peu de clients, vous avez peu vendu, ça pose problème en fait, côté évaluation. Mais aussi il y a le temps, le facteur temps qu'il faudrait aussi mettre en évidence et qui est très difficile à évaluer. Le temps. Ok, parce que les gens n'ont pas vraiment les mêmes aspirations. Parce qu'aujourd'hui, peut-être cela peut être facile de vendre un produit à Madame Telle que par exemple de placer un produit à une autre. Parce que tout simplement les approches ou bien les interrogations diffèrent. Les besoins aussi peuvent différer d'une personne à une autre. Donc, par rapport à ces pratiques de vente directe, il faut toujours insister sur ça, à cette dynamique. Ok, donc il y a une autre question. Bon, il y a des questions que nous recevons là sur WhatsApp aussi, qui nous envoient des questions sur WhatsApp. Ok. Les qualités d'un vendeur ou bien d'un agent commercial. Les qualités d'un vendeur ou d'un agent commercial, on l'a dit tout à l'heure, hein, par rapport à ces qualités, il faudrait quand même le minimum. D'abord, c'est la maîtrise de votre produit. Si vous devriez placer un produit, il faudrait avoir la maîtrise de ce produit. Il faudrait avoir la maîtrise de ce produit d'abord. Ça, c'est l'une des choses essentielles. Ensuite, maintenant, ok, il y a ces qualités individuelles qui relèvent plus ou moins de votre personnalité, de votre personnalité. Alors, ça, il faut le noter. Oui, Khadiso, merci. Merci Khadiso. Donc, il faut vraiment alerter contre cela. Oui, tous les projets, oui. On essaie de prendre d'autres questions. Il nous reste à peu près 3 minutes. S'il y a des interventions, des contributions, hein, vous pouvez les envoyer. Comme ça, on va essayer de voir. Oui. Contribution. Tout a été bien dit. Merci Ndeye Traoré. Merci Ndeye Traoré. Oui. Donc c'était ça par rapport à ces qualités. C'est à peu près la même question qui revient ici encore sur WhatsApp. Donc c'est l'honnêteté, la connaissance du produit, au moins être empathique, c'est très important. Oui. Résistance, savoir résister à la pression ou bien au stress. Souvent chez les novices, les gens qui viennent de démarrer, ils ont souvent du mal à réussir leur premier contact. Bon, cela peut se comprendre du fait de l'expérience, mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que
ce n'est qu'une question d'approche. Une fois que vous réussissez, vous arrivez à réussir ce premier contact, le reste va se tenir très, très facilement. Ok, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons devoir peut-être nous arrêter. Cela fait peut-être 1 heure de temps que nous avons essayé de développer. De la vente directe. Ouais. Ok. Merci, merci. C'est parfait. Merci. Je pense que c'est bon. S'il n'y a pas d'autres contributions et autres, peut-être d'autres auront la possibilité de regarder ultérieurement la vidéo et de mettre leur contribution et nous allons essayer de répondre, de réagir sur ça. S'il y a lieu de revenir sur le thème, nous allons le faire peut-être dans les jours à venir, dans les semaines à venir, et pourquoi pas prendre un autre thème par rapport à cette vente directe où on parle de distributeurs indépendants et autres, voir s'il y a lieu aujourd'hui de développer sur la force de vente. Tout à l'heure, le doyen Ablaye Mbow l'a bien mentionné. Après, nous allons revenir sur tout ça. Khadijatou Kamara, merci à vous. Ok. Seynabou Diène, merci bien, doyen. Merci. Merci à vous tous. Mamoudou 6. Ok, c'est parfait. Ok, comme barrière, on peut aussi noter une mauvaise qualification de la cible. Effectivement, c'est ça, par rapport au ciblage. Si vous ratez le ciblage, c'est tout simplement, vous êtes tout simplement passé à côté. Le manque de talent du vendeur en termes de négociation, parce que la vente directe, le vendeur est un élément de l'offre où l'importance du self-marketing est l'art de bien rendre service aux clients. Effectivement, merci encore, hein, le doyen Ablaye Mbow, le doyen Moustaba Kane, merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis pour ce direct. Nous nous excusons encore une fois s'il y a des manquements par rapport au développement que nous avons essayé de faire par rapport à ce sujet. Nous nous excusons et s'il y a des contributions, ce serait vraiment les bienvenus. Mettez-les directement en commentaire. Nous allons revoir et revenir sur tout ça. Donc on se donne rendez-vous peut-être d'ici la semaine prochaine ou les semaines à venir. Merci encore au professeur Laïbamba Sek pour cette très belle initiative et à tous ceux qui nous ont suivis pendant au moins ces quelques minutes d'échange. Merci à tous et à très bientôt.